Voilà, merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours avec grand plaisir que je reviens ici à Gilly pour ces formations qui attirent toujours autant de monde. Vous allez voir qu'on va faire pendant cette demi-heure de la toxicologie un petit peu amusante et pratique, puisque quand on m'a demandé de préparer un sujet sur les pièges en toxicologie aux urgences, je me suis dit que la meilleure façon de l'illustrer, c'était de partir probablement de vignettes cliniques pour vous montrer, un peu à partir de l'expérience du terrain, quelles sont les situations qui peuvent nous mettre en difficulté, soit sur le plan du diagnostic, sur le plan du pronostic, et aussi parfois, bien sûr, sur le plan du traitement, puisque toutes ces choses sont liées. Alors, n'oublions jamais que, en fait, en diagnostic, les intoxications, c'est un motif fréquent donc d'admission aux urgences, et donc bien souvent, le symptôme important que vous allez observer aux urgences, c'est l'altération de l'état de conscience, mais il ne faut pas oublier que une intoxication est un phénomène en général systémique, c'est-à-dire que la plupart des organes peuvent être touchés, et c'est souvent la gravité de l'intoxication est liée à l'atteinte d'autres organes que le cerveau. Le diagnostic d'intoxication n'est pas facile parce que bien souvent, ce diagnostic est un diagnostic au départ d'exclusion. On a exclu les causes autres, organiques ou fonctionnelles à un trouble, et on doit se baser, bien sûr, sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments que l'on peut recueillir à l'anamnèse, que l'on peut recueillir de l'examen clinique, et vous savez comme moi que la confirmation sur le plan analytique d'une intoxication n'est pas toujours évidente parce que le laboratoire vous répond avec un certain retard ou avec une certaine imprécision pour des substances qui ne sont pas communes, et donc il faut avoir traité le patient avant d'avoir tous ces éléments. Alors, si on peut résumer de façon très schématique quels sont les pièges dans les situations d'intoxication, on peut dire qu'il y en a plusieurs. Je les ai listés de façon probablement non exhaustive de cette façon-là. Le premier piège, c'est finalement la piste toxicologique n'est pas retenue alors que vous aviez tous les éléments cliniques devant vous. Parfois, c'est pas si évident que ça de se dire finalement le tableau clinique que je vois, je le reconnais et il est symptomatique d'une intoxication. Deuxième piège, c'est souvent la piste toxicologique est réfutée sur la base d'analyses toxicologiques négatives. Donc ça, c'est le piège donc, du screening toxicologique. Il est évident qu'on ne peut pas tout détecter par le screening toxicologique sanguin ou urinaire, et donc il ne faut pas réfuter une intoxication a priori sur la base d'examens d'analyse négative. Le toxique annoncé n'est finalement pas celui qui est impliqué. Bien souvent, vous retrouvez des boîtes de médicaments au domicile du patient et le patient peut être intoxiqué par autre chose. La polyintoxication brouille complètement le tableau clinique. Celui qui veut se suicider, en général, il prend un grand nombre de médicaments différents et donc les pistes sont brouillées. Comme l'a dit le docteur Bastin, à l'heure actuelle, on est confronté à des gens qui prennent un nombre important de médicaments, donc les personnes âgées notamment, et donc le diagnostic n'est pas celui d'un suicide, mais celui finalement d'un tableau induit par des polymédicaments chez des personnes âgées. Les accidents thérapeutiques, c'est vrai notamment parfois aussi dans les maisons de repos, on n'a pas donné le bon médicament ni la bonne dose au bon patient. Et enfin, vous avez de temps en temps aussi des intoxications criminelles, c'est-à-dire que le criminel choisit son sujet ou choisit son produit. Alors, on va commencer par quelques vignettes cliniques. Voilà, par exemple, un bien curieux coma. Donc, c'est un patient de 55 ans qui est éthylique chronique. Et il se dispute avec son épouse et dans la foulée, dans l'émotion, il ingère 20 comprimés d'une prescription magistrale de valériane. Donc la valériane, c'est une plante, c'est la relaxine, commercialisée sous ce nom-là. Mais donc ici, c'est en prescription magistrale, c'est un sédatif pas très puissant. Dans l'heure, le patient a une altération de l'état de conscience qui est relativement marquée, mais aussi donc, une rougeur de la face, du tronc, qui est assez impressionnante. Et puis donc surtout une dyspnée. Donc il a une dyspnée inspiratoire très impressionnante aussi. Donc il arrive aux urgences, son Glasgow passe de 10 à 5, il a des pupilles intermédiaires, il est plutôt un petit peu hypotherme, et on doit l'intuber. On doit l'intuber pour détresse inspiratoire. Bon, on va faire une toxicologie, et la toxicologie nous dit, bien dans le sang, il y a 2,8 grammes d'éthanol. Bon, il a quand même donc pas lésiné sur la bouteille, mais donc dans les urines, on ne retrouve rien d'autre, et dans le sang par ailleurs non plus. Est-ce compatible? Donc, vous avez un patient qui a pris donc, quelque chose pour dormir, mais qui est modéré, la valériane, ce n'est pas un produit très puissant, et qui se retrouve intubé en réanimation avec une détresse respiratoire, un irritant, mais tout ça.
voyez, là, le visage du patient, c'est quand même très impressionnant. Bon, peut-être que les couleurs sont un peu déformées ici par l'écran, mais donc, il y a une rougeur manifeste du visage. Il y a un édème très important au niveau de la trachée et du larynx. Et puis, donc, ce patient se réveille après 2 heures agité. Bon, il faut commencer à le calmer. Pour le calmer, mais la seule façon, c'est de lui donner du propofol, du diprivant en perfusion continue. Et puis voilà ce qui se passe. Ce patient commence à uriner tout rose. Commence à uriner rose, et donc c'est vraiment des urines qui sont rose fluo. On dit, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'on urine rose fluo quand on a pris de la valériane? Est-ce qu'on a méconnu un toxique finalement dans l'histoire? Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce coma est aussi profond et pourquoi est-ce que c'est ce problème respiratoire? Donc au téléphone au pharmacien, le pharmacien dit, oui, j'ai rajouté 20 mg de prométhazine. Donc la prométhazine, c'est un antihistaminique, donc c'est du Phénergan. Donc j'ai rajouté ça donc 20 mg par comprimé, et ça n'est indiqué nulle part. Bon, totalement illégal évidemment de faire ça. Et donc on a au moins une explication au coma du patient en disant, mais oui, donc l'antihistaminique c'est un puissant sédatif malgré tout, donc le coma on peut encore bien l'expliquer. Et donc on se dit, voilà, il a uriné rose parce que ce patient, on a rajouté un produit, la prométhazine, qui probablement a finalement coloré les urines. Alors, d'autre part, on n'a toujours pas compris non plus pourquoi ce patient a cette dyspnée inspiratoire. Alors, exceptionnellement, le Phénergan peut donner donc, des dyspnées inspiratoires ou des réactions allergiques. Donc, c'est probablement exceptionnel, mais c'est arrivé chez ce patient-ci. Donc, la dyspnée inspiratoire, la rougeur, c'est le Phénergan, et c'est évidemment pas du tout la valériane. Donc tout ça, ça va s'estomper au bout de quelques jours. Donc au bout de 3 ou 4 jours, ça s'estompe et le patient peut être extubé. Mais on a toujours une autre question de dire, et les urines roses alors dans cette affaire? Eh bien en fait, est-ce que c'est le Phénergan qui est précipité en rose dans les urines? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Le responsable, c'est le propofol. Alors vous savez que vous avez de temps en temps des patients qui ont du propofol et qui ont des urines vertes, même des urines vertes fluo. Donc c'est possible quand les urines sont essentiellement basiques, en pH basique, mais en pH acide, quand vous avez beaucoup de cristaux d'acide urique, eh bien les cristaux d'acide urique précipitent avec le propofol sous la forme d'urine rose. Donc finalement, si on n'avait pas eu les urines roses au début, on n'aurait pas eu la présence d'esprit d'aller rechercher plus loin au point de vue donc, toxicologique. Et donc les urines roses nous ont expliqué à la fois le tableau clinique de la dyspnée et indirectement, on a appris aussi que le propofol donnait des urines roses quand on avait Alors les urines, c'est quelque chose d'assez intéressant de temps en temps à observer. Vous voyez que dans la littérature, on a quand même des urines qui peuvent être de drôles de couleurs, des urines jaunes orangées. Vous avez déjà vu des patients qui prennent de la rifampicine, ils ont des urines franchement oranges, des urines rouges avec un certain nombre, ou roses avec un certain nombre de médicaments, les urines vertes du propofol, mais ça vous connaissez, cet aspect d'urine relativement fluo avec le propofol. Deuxième exemple, que j'ai intitulé « Une dose pas si toxique ». Vous avez une dame de 33 ans, qui est admise dans un hôpital après l'ingestion de 20 mg de colchicine. Colchicine, médicament utilisé pour le traitement de la goutte, médicament puissant, dangereux. Donc la dose habituelle, c'est 1 ou 2 mg par jour. Elle prend en même temps, parce que, en fait, c'est une tentative de suicide, elle se sert dans la pharmacie de son mari. Elle prend en même temps de l'ibuprofène, elle prend également du Voltaren, elle prend une statine et elle prend du Lasix. Donc elle mélange tout ça et elle arrive aux urgences dans un tableau classique, si on peut dire, pour la colchicine, donc de la diarrhée, mais aussi d'emblée un tableau relativement grave de choc circulatoire et de choc partiellement cardiogénique. Elle développe des complications graves hématologiques, leucopénie, thrombopénie, septicémie E. coli, une atteinte digestive, une atteinte rénale, et donc cette personne va finir malheureusement une atteinte hépatique, une rhabdomyolyse, une défaillance circulatoire, un tableau métabolique très compliqué avec une hypertriglycéridémie, et donc cette personne décède à J14 dans un tableau gravissime, édème cérébral, convulsions, hypoxie, hémorragie intra-alvéolaire. Alors, qu'est-ce qui nous perturbe dans ce cas-ci? On va dire, mais pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'on meurt avec 0,33 mg par kilo de colchicine? 20 mg de colchicine ne doit pas faire mourir quelqu'un. Donc si vous voulez avoir malheureusement un cas fatal, il faut au moins 1 mg par kilo, donc 60 mg chez une personne de 60 kg.
On n'y est pas du tout. Donc ce cas vous illustre, on ne va pas rentrer dans la complexité de la métabolisation, mais ce cas vous illustre qu'un toxique peut être évidemment potentialisé par beaucoup d'interactions médicamenteuses. Sans le savoir, cette personne, en fait, a mélangé ce qu'il ne fallait pas faire, a mélangé, en fait, un produit, la colchicine, qui est métabolisé par le foie par un cytochrome et qui est excrété par la voie biliaire par une protéine d'excrétion qui est la PGP. Elle a pris, dans son malheur, non seulement la colchicine, mais des médicaments qui vont inhiber à la fois la métabolisation de la colchicine et inhiber l'extraction de la colchicine du foie dans les voies biliaires. Donc la colchicine se retrouve piégée à l'intérieur du foie, et donc on va décéder avec une dose mineure, si on peut dire, de produits toxiques. Donc le message de ce cas-ci, c'est attention, la dose pas si toxique annoncée donc au début, elle est gravissime parce que malheureusement, on a une combinaison de différents facteurs. Troisième vignette, l'erreur est humaine. Un homme de 79 ans, dialyse péritonéale, ambulatoire, est très bien, encore, il est très autonome, il n'est pas du tout suicidaire, et ce monsieur vit avec une épouse dont on nous dit elle a un handicap, et donc c'est le mari qui s'occupe de son épouse. Ils ne sont plus qu'à deux, donc il n'y a pas d'autre contact familial. Il y a un médecin traitant qui s'occupe des deux personnes, mais il n'y a pas d'autre contact familial. Et donc ce monsieur, donc c'est le SAMU qui le retrouve à domicile, inconscient dans la baignoire, avec une morsure de lèvres. Bon, arrive aux urgences avec ce tableau-là, donc un coma relativement important, un 9 sur 15 de Glasgow. Et dans son traitement, on nous dit, mais monsieur prend du diltiazem, du Tildiem, de l'aspirine, du Lasix et un sartan. Et donc, on est quand même assez étonné de voir que se retrouve un patient dans le coma, dans sa salle de bain, avec ce tableau-là, en tonus qui est plutôt flasque, les pupilles qui sont plutôt en myosis, et il n'y a pas de signe de latéralisation. Le premier réflexe, souvent, c'est de dire crise d'épilepsie, puisque, bon, morsure de lèvres, en plus, ça se passe dans la salle de bain, donc peut-être intoxication, finalement, au CO. On fait une biologie, la biologie nous montre que ce monsieur, oui, il a une grosse insuffisance rénale, mais il est en dialyse péritonéale, connue, il n'y a pas de CO dans le sang, il a un ECG en thorax qui est normal, et donc le médecin des urgences fait un screening toxicologique, urinaire et sanguin, qui est répondu négatif. Il n'y a pas de toxique retrouvé. Le patient se retrouve intubé et admis aux soins intensifs, avec un diagnostic finalement de coma d'origine indéterminée, probablement ischémique. À 79 ans, il a fait une crise d'épilepsie, il a fait un AVC. Malheureusement pour nous, ni le scan ni la résonance ne montrent quoi que ce soit. Ce patient a une ponction lombaire qui est négative. Ce patient a un test à l'annexate, il a un test au Narcan qui sont négatifs. Le patient ne réagit pas. Et le coma reste toujours aussi profond. Et alors, on fait un électroencéphalogramme. Et l'électroencéphalogramme, en fait, c'est pas facile parce qu'il faut quand même être spécialisé pour l'interprétation de l'électroencéphalogramme. Donc, ni les réanimateurs ni les urgentistes ne pouvons donc correctement l'interpréter. Mais le neurologue nous dit, mais vous savez, cet électroencéphalogramme est curieux parce que donc il n'y a pas d'activité épileptique, mais vous avez vu, il y a des activités pointues qui reviennent de façon un tout petit peu, on va dire, polyphasique. Vous voyez que voilà, ça revient un peu par complexe triphasique. Ça, c'est l'électroencéphalogramme quand le patient va être donc traité par un petit peu de benzodiazépine. Vous allez voir que cette activité disparaît, mais pas tout à fait quand même. Et donc, le neurologue nous dit, cherchez quand même le toxique, parce que ça, c'est bizarre. On voit ça dans les encéphalies hépatiques, dans l'encéphalopathie hépatique, mais le toxique, c'est quoi? Le toxique, c'est quand on peut téléphoner au médecin traitant le lundi matin, il nous dit, en fait, l'épouse de monsieur, elle a la sclérose en plaques. Et elle est traitée par du Lioresal, le baclofène. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le patient s'est trompé, donc il a confondu son Lasix et le baclofène de son épouse. Donc, il s'est retrouvé avec un médicament dont il n'avait jamais l'habitude de prendre, qui s'accumule fortement en insuffisance rénale, qui n'est pas éliminé bien par la dialyse péritonéale. Et donc, ce patient s'est retrouvé dans un coma dont le diagnostic ne pouvait être fait par le screening toxicologique de routine. C'est un bel exemple qu'un screening négatif n'exclut pas une intoxication. Mais ici, finalement, c'est l'électroencéphalogramme qui a montré que, devant un tracé anormal, on avait quand même intérêt à rechercher un toxique. Il n'y a pas d'efficacité des antidotes. Le baclofène, c'est un produit qui va agir sur le récepteur GABA de type B, alors que l'annexate, c'est un antagoniste de récepteurs de type A.
Autre cas, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, hein, donc une dame de 62 ans, éthylique 3 croix, son fils en a tellement marre qu'il dit je vais l'enfermer dans l'appartement, comme ça elle ne pourra pas sortir pour aller acheter des boissons alcoolisées. Et donc c'est ce qui se passe. Et puis évidemment, au stupeur, quand le fils revient, quelques heures plus tard, madame est dans le coma. Donc, 3 sur 15 de Glasgow, midriase bilatérale aréactive, une tension qui n'est pas très bonne, une fréquence respiratoire un peu élevée et une mauvaise saturation. Le fils fait le tour de l'appartement et il y a plein de flacons et de bouteilles vides donc retrouvées sur place. On retrouve un peu de tout. Des détergents, des nettoyants pour vitres, du produit donc pour nettoyer la vaisselle, du savon de lessive. Donc elle a avalé tout ce qui était possible d'avaler. Alors cette personne est intubée sur place, elle est remplie par un peu de colloïde, elle arrive aux urgences, la température qui est un peu basse, la tension qui est pas très bonne, malgré le fait qu'on l'ait remplie, qu'on ait donné de la noradrénaline. Elle est dans un coma profond, 3 sur 15 de Glasgow, le scanner cérébral est sans particularité. Elle a un ECG un peu bizarre, avec des anomalies de la repolarisation, une échographie qui nous dit, oui, il y a une akinésie entéroseptale, une altération modérée de la fonction. Et donc, on est perplexe, mais dans un premier temps, on se dit, soyons classiques, cette personne alcoolique a voulu retrouver les sensations de l'alcool, donc elle est allée fouiller dans tout ce qu'elle a trouvé, et donc, voyons la biologie, est-ce que c'est compatible avec une intoxication par du méthanol ou de l'éthylène glycol, puisqu'elle a vidé tous les produits, y compris les produits lave-vitre, dans lesquels vous allez retrouver souvent de l'éthylène glycol. On lui trouve une grosse acidose métabolique, vous voyez, 6,84 de pH, 4 de bicarbonate, 16 de lactate, puis ça va monter même à 27 de lactate, donc c'est vraiment donc une acidose lactique qui est quand même bien cognée. Les choses vont heureusement s'améliorer grâce essentiellement à donc de l'hémodialyse. Donc on va calculer, comme pour une intoxication aux alcools toxiques, le taux anionique qui est augmenté, qui est très augmenté, et le taux osmolaire qui est augmenté également. Et donc, on est parti pour une intoxication à l'éthylène glycol ou au méthanol, et le laboratoire nous dit pas du tout. Il n'y a pas du tout d'éthylène glycol, il n'y a pas du tout de méthanol. Cette personne a effectivement trouvé encore un petit peu d'alcool, mais vous vous trompez en pensant que c'est une intoxication aux alcools toxiques. Que faire? On va rester logique. On va traiter l'acidose. On va donner donc du bicarbonate, et on va se dire, on a probablement affaire à un produit toxique de type, peut-être un alcool plus difficile à mettre en évidence, ou un autre produit de type industriel plus difficile à mettre en évidence. Qu'est-ce qui menace la patiente? C'est l'acidose. Qu'est-ce qu'on va faire pour corriger l'acidose? On va probablement comme la dialyser, puisque si on a affaire à un alcool toxique, la dialyse va être efficace. Donc on va dialyser la patiente, et finalement, on va donc avoir raison, puisque en ayant dialysé la patiente, l'acidose récupère, et la fonction neurologique également, la personne se réveille en l'espace de quelques heures, et la fonction cardiaque s'améliore. Alors, quel est le message de ce cas-ci? Le message, c'est vous n'arrivez pas non plus, même devant un tableau clinique qui est parfois relativement suggestif et évident, à avoir en tête toutes les causes possibles d'acidose métabolique à taux anionique augmenté, à taux osmolaire augmenté. Alors, dans les livres, on vous dit, oui, vous allez retrouver évidemment donc l'éthylène glycol, vous allez retrouver le méthanol, mais vous voyez qu'en fait, la liste, elle est extrêmement longue. Il y a beaucoup de produits qui peuvent vous donner une acidose métabolique toxique avec un taux anionique augmenté, un taux osmolaire donc augmenté. Et donc, on a recherché plein de choses. On a recherché donc du diéthylène glycol, on a recherché du propylène glycol qui peut donner du lactate, etc. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Et ça ne nous a pas aidé à traiter le patient, puisque le patient a été traité sans connaître tout ça. En fait, donc, le toxique principal qu'on a retrouvé dans le sang du patient, ce sont des terpènes, donc c'est-à-dire de l'huile de pin. Donc, je dis, elle a avalé tout ce qu'elle a trouvé. Donc, dans les détergents qu'elle a trouvés pour nettoyer le sol, il y avait en quelque sorte des essences de térébenthine, hein, donc de l'huile de pin. Et c'est ça qui a provoqué ce tableau clinique un petit peu impressionnant. On peut traiter le patient de façon symptomatique sans connaître forcément le toxique. Une question d'image. Patient de 21 ans, passé psychiatrique lourd, pas de toxicomanie connue, retrouvé inconscient face contre terre dans une caravane. Alors c'est une caravane dans un camping, donc c'est un petit peu une vie un peu à l'écart de la société. Donc on se chauffe comme on peut, etc. Traitement habituel, il a un traitement déjà relativement lourd sur le plan psychiatrique. Il est retrouvé avec un Glasgow 6 sur 15,
une mauvaise saturation et donc des pupilles en myosis bilatérale. Il est intubé, ventilé à 70%. La radiothorax et l'ECG sont sans particularité. La biologie montre une atteinte rénale et une rhabdomyolyse. On fait un screening toxicologique sanguin et urinaire, dont on n'a pas le résultat évidemment immédiatement. Et on se dit, ben, voilà, est-ce qu'il faut d'emblée aller au scanner chez un patient comme celui-là? Il n'a pas de signe de latéralisation, et donc on sait qu'il a des médicaments dont en surdosage, on pourrait imaginer qu'effectivement, ils peuvent donner un coma. L'urgentiste dit, on va quand même aller au scanner, puisque, bon, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver, même s'il n'y a pas de signe de latéralisation. Alors, que nous montre le scanner? Eh bien, à juste titre, le radiologue dit, c'est quand même bizarre. Donc, vous voyez, ici, un peu donc, dans les zones qui sont mentionnées par les flèches, vous avez des hypodensités, un peu comme s'il y avait peut-être des lésions de type ischémique dans des zones qui sont quand même relativement sensibles, les noyaux gris, la fosse postérieure. On voit des zones un petit peu ischémiques et, assez logiquement, ben, on va continuer les examens en disant ben, on va aller en résonance, et la résonance nous montre mieux ces images. Donc, vous voyez ici, donc, en résonance, c'est l'inverse. Selon les séquences, vous avez une hyperintensité au niveau des noyaux gris, une hyperintensité au niveau de la fosse postérieure. Et vous voyez ici également des hyperintensités extrêmement importantes qui montent ici dans la région frontale. Et donc, le radiologue, il évoque quoi, lui? Ben, le radiologue, il dit, est-ce que ce n'est quand même pas une intoxication au CO, ce patient? Donc, est-ce que c'est possible? Alors, le patient est retrouvé dans une caravane, donc le réchaud est à l'extérieur, donc la bonbonne est à l'extérieur, d'accord, mais est-ce que c'est possible? Alors, le dosage de CO à l'admission était de 1,8%, mais vous savez très bien que ça ne donne pas une idée de la gravité. Si on est exposé pendant une durée prolongée, on peut avoir, malheureusement, à de faibles concentrations, on peut avoir une HbCO relativement basse. Donc, ça n'exclut pas, d'autant plus que le patient avait déjà été traité avec de l'oxygène en pré-hospitalier. Les pompiers disent, on est allé voir sur place, il n'y a pas la possibilité d'une intoxication au CO. Et donc, en fait, si vous regardez dans la littérature, ces images anormales, notamment donc, au niveau des noyaux gris, eh bien, ces images anormales, on peut les retrouver dans le méthanol, on peut les retrouver dans la cocaïne, on peut les retrouver dans le CO. Vous voyez que le scanner de la résonance de notre patient ressemble très fort à cette résonance-ci. On va la retrouver également dans les hypoglycémies, mais également dans les hypoxies importantes. Donc ça, c'est un scanner de quelqu'un qui a une hypoxie importante sur un arrêt cardiaque. Et donc, en fait, vous voyez ici donc une autre imagerie de dire ben, quand on a des lésions de la substance blanche de façon aussi importante que ça, donc ça ressemble très fort à l'imagerie de notre patient. Donc l'hypothèse toxique la plus vraisemblable, c'est on a fumé de l'héroïne. On a fumé de l'héroïne sur une feuille en métal. On a cette intoxication particulière au niveau cérébral. Et en fait, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé les médicaments du patient à dose non toxique dans les urines, mais ce qu'on a retrouvé, c'est la méthadone. On a retrouvé donc de la méthadone dans les urines, et donc ce patient s'est disputé avec sa sœur toxicomane et a volé en quelque sorte la méthadone de sa sœur. Donc il a ingéré une quantité importante de méthadone, et donc les lésions que l'on voit chez lui, c'est des lésions anoxiques. Il est resté pendant longtemps dans le coma, en ne respirant pas bien, et donc c'est ça qui a donné en fait ces lésions anoxiques. Dernier cas clinique, à qui profite le crime? Un homme de 65 ans, très bien de sa personne, beau quartier dans la banlieue bruxelloise, pas d'antécédents, admis aux urgences pour intoxication, suspicion d'AVC, sensation ébrieuse, vision floue, instabilité, précédée de nausées, vomissements. Le neurologue dit ce patient fait un AVC cérébelleux. Tout a commencé après le repas du midi, terminé par un café pris avec son épouse. Il n'y a pas d'autres personnes dans la maison. Examen clinique, ce patient est hypertendu, alors qu'il ne l'est pas habituellement, tachycarde, il a une température normale, il transpire, il est bien orienté, mais il est angoissé, il a un nystagmus spontané, il a des pupilles en mydriase, peu réactives, il a une biologie sans particularité, il va au scan, il va à l'IRM, rien de particulier. L'épouse se présente quelques heures plus tard, se plaint d'un inconfort, avec impossibilité de rester en place, bouche sèche, mâchoire contractée et pupilles en mydriase également. Alors, à quoi pensez-vous? Pupilles en mydriase, agitation. Deux tableaux possibles, le tableau anticholinergique, donc tout ce qui a des effets atropiniques. Vous allez retrouver là-dedans, bien sûr, des médicaments, donc certains antihistaminiques, certains antidépresseurs, certains antiparkinsoniens, l'atropine, bien sûr, aussi.
Ou alors le tableau adrénergique, la cocaïne, hein, donc l'ecstasy, le patient qui est tachycarde, hypertendu, agité, transpirant, etc. Actuellement, beaucoup de drogues circulent non sous le nom de cannabinoïdes de synthèse, mais ces cannabinoïdes de synthèse ont des propriétés clairement apparentées aux amphétaminiques et vont vous donner plutôt ce tableau-là également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À qui profite le crime? On va retrouver dans le sang de monsieur une quantité plus que significative d'ecstasy et dans le sang de madame une quantité plus significative d'ecstasy également. Et donc, on va revoir l'histoire du café. Donc, on a donc retrouvé donc, tous les composants donc, du café, depuis le paquet de café jusqu'à la cafetière, le filtre et les tasses. Et donc, il suffit de reconstituer l'histoire. Le mari nous avait dit, c'est très simple, nous avons été piégés parce qu'on nous a mis donc, de l'ecstasy dans le sachet de café que nous avons acheté donc, au magasin. Pas de chance pour lui, ce scénario ne tient pas la route. L'ecstasy, elle est là. L'ecstasy, elle est dans la cafetière. L'ecstasy n'est pas dans le filtre. L'ecstasy n'est pas dans le café moulu et l'ecstasy n'est pas dans le pot de café. Donc, n'est pas dans le sachet de café. Donc, il y a quelqu'un qui a introduit l'ecstasy après le filtre. Donc, c'est monsieur ou madame qui a introduit l'ecstasy. On ne sait pas pour quelle raison et on ne le saura probablement jamais. En conclusion, donc une intoxication aiguë reste souvent un diagnostic d'exclusion. Il est possible de traiter efficacement le patient sans connaître forcément la cause en se basant sur quelques points essentiels. Reconnaître les toxidromes quand identifiables. Vous avez vu que pour l'ecstasy, on a un tableau clinique qui est quand même relativement typé. La surveillance et le traitement symptomatique des défaillances vitales, température, fréquence respiratoire, tension artérielle, fréquence cardiaque. L'interprétation correcte des analyses de base, les CG, parfois les EG, vous avez vu que c'est parfois très utile. Et surtout, quand vous avez un doute, gardez toujours des échantillons, surtout des échantillons urinaires. Ça va beaucoup vous aider à vous défendre sur le plan médico-légal si vous avez une situation difficile. Je vous remercie.